Midi. Philippe Ballard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, député de l'Oise, porte-parole du Rassemblement National. Catherine Dumas, bonjour. Sénatrice Les Républicains de Paris. Martin Garagnon, bonjour. Responsable du parti Renaissance des Hauts-de-Seine, majorité présidentielle. Et François Calfon, bonjour. Bonjour. Membre du bureau national du Parti Socialiste. Et je vous propose tout de suite de faire le point sur ce qui se passe à Ivry, puisqu'il y a plusieurs associations qui, pendant le week-end, ont lancé des appels concernant la situation de plusieurs centaines de jeunes qui seraient dans un camp. Des centaines de tentes ont en effet été installées depuis cet été aux portes de Paris sur un quai en bord de Seine. Pour la majorité d'entre eux, ce sont visiblement des jeunes en errance originaires de pays d'Afrique de l'Ouest ou d'Afghanistan. Ils n'ont toujours pas été déclarés mineurs non accompagnés. On va rejoindre tout de suite sur place Marie Blanchard, Pierre-Alexandre Zouka qui sont en direct. Et justement, Marie, on me dit que vous êtes avec un de ces migrants qui est sur place. C'est bien ça ? Oui, Jean-Marc, bonjour tout d'abord. Je vous présente, je suis avec Abou Bakar qui a bien voulu nous parler ce matin, donc je vais le laisser se présenter. Bonjour Abou Bakar. Première question déjà, d'où vous venez ? Bon, je viens de la Guinée-Conakry. Ça fait combien de temps que vous êtes ici ? Bon, ça fait 4 mois que je suis là. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous vivez sur le camp ? Bon, quand même, nous sommes ici, nous vivons très mal en bas des ponts ici. Quand même, on ne vit pas très bien. Est-ce que vous avez à manger, à boire, des vêtements un petit peu chauds, surtout en ce moment ? Non, on n'a pas de manger, et on n'a pas de l'eau à boire et on n'a pas de vêtements aussi. Marie, est-ce que vous pouvez lui demander pourquoi il est en France ? Marie, je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que vous pouvez lui demander pourquoi il est là, pourquoi il est en France, comment il est venu et ce qu'il attend, s'il a déjà fait une demande auprès de la France ? Oui, Abou Bakar, comment vous êtes arrivé ici ? Qu'est-ce que vous attendez de votre venue en France ? Bon, puisque ce qui m'a motivé de venir en France, puisque c'est la France qui a colonisé mon pays et je parle le français et c'est à cause de ça que je suis venu en France pour que je puisse continuer à étudier ici. Et comment vous êtes arrivé ici ? Bon, je suis arrivé par le train, j'ai pris le train. Depuis où vous avez pris le train ? Bon, je suis entré en Italie et j'ai pris le bus à Marseille. De Marseille maintenant, et j'ai pris le train de venir à la gare de l'Est. Marie, vous pouvez lui demander son âge et lui demander s'il a fait des papiers s'il est mineur, pour être mineur isolé, s'il a fait les démarches. Est-ce que vous pouvez me dire quel âge vous avez ? Bon, j'ai 16 ans. Est-ce que vous avez entamé des démarches ? Alors, je vais dire que oui, à sa place, qui nous a montré les papiers. On va vous les montrer en direct. Il a fait une demande. Voilà, hop là. Alors, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Bon, actuellement, j'ai fait mon évaluation puisque j'ai été pris en charge pendant une semaine. Après une semaine, j'ai été bouleversé. Jusqu'à présent, je suis là, je dors au dehors, en bas des ponts à Liberté. Merci beaucoup Marie, merci pour ce direct. On va continuer à avancer dans ce camp et à voir les différentes images. Philippe Ballard, vous venez d'entendre ce témoignage en direct, ce qui n'était pas prévu. Il a accepté de parler quand notre équipe est arrivée sur place. Il vient de Guinée, il vous dit la France m'a colonisé, donc moi je viens en France et je veux continuer mes études et j'ai 16 ans. En fait, il y a tout dans ce témoignage. On pourrait rester une heure, comme 30 secondes, il y a tout de résumé. La France est devenue une auberge, on rentre, on sort. Enfin, quand il nous explique son parcours, il a pris le train, il a pris le bus à Marseille. Enfin voilà, alors je ne suis pas médecin, je ne suis pas magistrat. A-t-il 16 ans ? La question est ouverte parce que je me suis renseigné quand même. Tous ceux qui sont là, ils n'ont pas été déclarés. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu un passage MNA, comme on dit, c'est-à-dire qu'a priori, ils ont déposé donc un recours, si le recours est débouté, ce sont des gens qui doivent être expulsés. Enfin, ce sont des. Mais qu'est-ce que vous lui répondez à lui qui vous dit la France m'a colonisé, aujourd'hui, en gros, il y a un devoir de la France vis-à-vis de moi, sur ce point précis, parce que c'était fort de dire ça. Oui, mais s'il le dit, je pense qu'il y a des mafias qui sont derrière. Parce que pour arriver,
pour arriver... Non, mais il vient de Guinée, hein, c'est ça, Guinée-Conakry ou Guinée, c'est ça. Non, enfin, Conakry. Une ancienne Conakry. colonie, voilà, Ouais. Conakry, parce que c'était colonisé par la France. Il n'est pas arrivé quand même en Italie comme ça, par l'opération du Saint-Esprit. Non, mais il y a des mafias qui les prennent en charge et qui leur expliquent, non mais je terminerai par là, qui leur expliquent très bien la situation. Vous allez arriver en France, vous allez être pris en charge par les départements, parce que après c'est ça, hein, ça coûte, moi j'ai regardé les chiffres, 50 000 € par an pour un, et ils sont des dizaines de milliers. Vous allez pouvoir soit poursuivre des études, soit pouvoir travailler et faire venir votre famille. François Calfon, Tout le là-dessus. regroupement familial. Ouais. Il y a le cas d'espèce de ce jeune homme, et en fait, il dit, vous avez raison, de manière résumée, exactement la situation de l'immigration, souvent illégale. Hein. C'est pas une surprise. Ceux qui sont francophones veulent aller en France. Ceux qui sont anglophones veulent aller en Angleterre. En gros, c'est ça. Mais est-ce qu'on lui doit quelque chose? Alors, nous, moi, la je vais vous France, dire exactement. excusez-moi de le dire aussi crûment, mais c'est parce que c'est un peu ce qu'il dit. Quand il dit « vous m'avez colonisé », en gros, vous avez Non, colonisé mais mon attendez, pays. il y a deux manières de voir les choses. Est-ce qu'on lui doit quelque chose? Non. Est-ce que la France peut faire quelque chose de la francophonie? Oui, et elle ne le fait pas. Hein. Tout gouvernement... Quel rapport avec la francophonie? Vous allez voir, quand il dit « je vais poursuivre mes études Ouais. », mettons qu'il dise des choses auxquelles il croit. On peut, a priori, croire. Et en plus, il a l'air assez honnête. Oui. Moi, je plaide pour qu'on réinvestisse fortement la francophonie. Vous allez voir le rapport. En faisant en sorte qu'il y ait une université francophone subventionnée par la France, ça coûterait moins cher que de payer l'asile. Hein. Là-bas. Par exemple en Afrique, au lieu d'avoir une vision totalement paranoïaque. Et enfin, je donne un dernier élément qui est important pour tout le monde. On termine la COP27. On chiffre à 2050 à 250 millions le nombre de réfugiés climatiques. Donc on peut toujours se mettre les mains sur les yeux en disant ça n'existe pas en fait. Et là, vous les voyez. Regardez cette image-là. Regardez l'image qu'on a en direct de tous ces camps. C'est terrible. C'est surréaliste. On est en France. On est aux portes de Paris. Mais et vous voyez ces camps. Il serait 400, selon les associations humanitaires ce week-end. C'est pour ça qu'on a voulu y aller ce matin en direct. Il serait 400 jeunes. Mais tant qu'on fermera les yeux et qu'on n'aura pas la législation qui va bien. C'est quoi avoir la législation qui va bien? Je dis pas que d'un coup de baguette magique ça va marcher. Je fais un peu une ouverture à nos amis, mais c'est d'avoir une immigration choisie pour les métiers en tension. Il faut le faire. Il faut avoir un cadre d'immigration légale, y compris. Et je vais vous qu'est-ce qu'on fait pour eux? Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Par exemple, ce jeune homme, si on est dans des métiers en tension et qu'il remplit les conditions d'accueil, il doit pouvoir travailler en France si on ne trouve pas de salarié. Catherine Dumas. Attends, on va continuer à en parler. Parce que c'est à l'inverse, ceux qui ne remplissent pas les critères doivent être effectivement expulsés. Voilà ma pensée. Catherine Dumas. Moi, je pense que ces images, et on en a vu d'autres, ça illustre un problème global. On n'a pas réussi dans notre pays à gérer l'immigration depuis très longtemps. Ce gouvernement à la main qui tremble fait des allers-retours, mais avant, c'était pas mieux. Donc ça, il faut le dire. C'est d'abord un drame humain. C'est pas possible que dans notre pays, on voit ça. Bah oui. Moi, je l'ai vu, la colline du Crac à Paris, tout ça, c'est pas possible. Le bateau, l'Ocean Viking, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense que on a un problème global. Il y en aura de plus en plus. La Méditerranée, maintenant, est un passage pour toutes ces personnes immigrées, qui sont d'ailleurs plus ou moins un peu véhiculées et instrumentalisées, quand même, il faut le dire, par des passeurs et des organisations criminelles. Moi, je viens de rendre un rapport au Sénat sur ce sujet. J'ai été à Chypre sur place, voir ce qui se passe avec la ligne verte qui sépare Chypre Nord, Chypre Sud. On voit bien que c'est organisé. Donc ça, c'est un vrai sujet. Mais là, maintenant qu'ils sont là, moi, je pense... vous dites quoi aux migrants qui sont là? Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. En fait, sûr. c'est ceux qui sont là, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, moi, juste avant de ça fait répondre 6 à la mois qu'ils question sont là. de ceux qui sont là, je voudrais aussi qu'on essaye de faire en sorte qu'il y en ait moins qui arrivent et qu'on gère, comme on l'a dit, avec les pays qui sont concernés. On leur donne déjà beaucoup d'argent. Il faut savoir que, par exemple, l'Europe donne beaucoup d'argent, plus de 400 millions à la Libye, au Maroc, à la Tunisie, etc. Donc ça, il faut qu'on l'organise mieux. Et peut-être avec un contrôle sur les rives sud de la Méditerranée. C'est-à-dire que le contrôle, il doit se faire en amont, avant qu'on les mette sur la Méditerranée dans des ratios... C'est la question de Frontex, d'ailleurs. Mais Exactement. juste Catherine Dumas, petite réponse rapide, parce que je veux, avant la pause, donner la parole à Martin Garagnon. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Là, ces images que vous voyez, ils sont sous les tentes, là. Ils sont tous sous les tentes. C'est évident qu'à partir du moment où ils sont sous les tentes, il faut qu'on gère cette Et on fait quoi? On les accueille? Et on les accueille. Il faut voir les conditions de qui on parle. C'est vrai que là, on a eu l'exemple d'un Français. Ils sont pas tous... pas un Français, un francophone. Qui parlait français, d'un francophone. Mais j'ai pas compris ce que vous me dites. Excusez-moi, Madame la sénatrice, je comprends pas. On en fait quoi? On les accueille ou pas? Alors, je vous dis, selon la situation, il faut qu'on examine la situation. Mais ça fait 6 mois qu'ils sont là. Mais c'est évident que beaucoup doivent repartir
aussi. Mais ça fait 6 mois qu'ils sont là. Il faut faire quoi? On envoie la police? On fait quoi? Les pays dont ils viennent acceptent de les reprendre aussi. Juste là, ça fait 6 mois qu'ils sont là. Ils sont arrivés avant l'été. On envoie la police? On fait quoi? Et il faut les mettre dans des camps pour les gérer au moins humainement et sanitairement. Martin Garagnon, pourquoi on a ça aujourd'hui en France, aux portes de Paris? Alors, tout d'abord, je voudrais dire qu'effectivement, ces images sont indignes. Malheureusement, on est un peu trop habitué à les voir, de plus en plus. Pour ceux qui vivent à Paris ou qui fréquentent Paris, on est habitué à voir ce type d'image. C'est proprement indigne, c'est scandaleux. Maintenant, pour moi, le sujet, il se décline de 3 façons. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un problème de court terme, c'est-à-dire que c'est la question que vous posiez, c'est la gestion de ces camps. Alors, quelle est votre réponse là-dessus? Je vais juste finir mon propos avant de développer, mais après, on a une gestion de moyen terme qui est la lutte contre les réseaux de criminalité qui permettent aussi le passage en France et en Europe de ces migrants qui arrivent dans des conditions indignes. Et troisième point, qui, lui, pour le coup, se fait sur le plus long terme, c'est comment est-ce qu'on crée les conditions dans les pays d'origine de ces personnes pour que ces personnes-là n'aient pas l'obligation de... Comme c'est un débat qui pourrait durer 6 heures, je voudrais juste qu'on s'intéresse au court terme. Qu'est-ce qu'on fait là sur ces images en direct? La réponse est très simple pour le court terme. Ces conditions-là sont absolument indignes. On le doit à ces personnes en tant qu'être humain. On le doit aux Français aussi qui vivent avec ce spectacle désolant et navrant. Dans un état de droit. Donc il y a évidemment une réforme à mener, notamment sur la question des EQTF dont on parlait. Mais une réforme, c'est pas du court terme. Excusez-moi, une réforme, c'est du moyen terme. Non isolé qui pose un vrai problème. Il y a une réponse de court terme parce qu'il en va de l'Ocean Viking. Les mineurs sont pas là, les mineurs ne sont pas concernés. Non. On est dans un corner. Non, mais c'est ça. Mais justement, mais c'est pour ça qu'on y est. On ne peut rien. Ceux qui seront majeurs doivent être expulsés, et ceux qui sont mineurs, donc ils sont là, ils restent là. Donc le mieux, c'est de. Mais Martin Garagnon, excusez-moi, c'est pas un échec du gouvernement, ça quand même, ces images? Attendez, s'il vous plaît. Madame la sénatrice, est-ce que ces images, c'est pas un échec du gouvernement? C'est un constat qu'il y a effectivement une nécessité de réformer la politique migratoire en France. D'accord, mais ça, voir ça depuis 6 mois. On a un problème. Là, on prend le cas de mineurs isolés, isolés. On a un souci aussi sur l'évaluation de l'âge de ces mineurs. La France demande, c'est la procédure au pays d'origine de ces personnes, une évaluation. On a extrêmement peu de réponses de ces pays-là. On a des moyens pour le faire. Comme les laissez-passer consulaires, on n'en a pas. Mais vous vous rendez compte que ça fait 6 mois qu'ils sont là? Là, on est en hiver, il commence à faire froid. Alors, il se trouve qu'ils sont sous un pont, comme on peut le voir, mais il y a un camp un peu plus long. On va faire le point dans un instant avec Marie Blanchard, qui va nous expliquer, parce qu'il y a ce camp que vous voyez là, de l'autre côté de la route, je crois que Marie nous entend, donc elle va peut-être pouvoir tourner la caméra, de l'autre côté de la route, il y a un deuxième camp, et puis, au fond de l'image, puisque Marie me l'a montré tout à l'heure quand on préparait l'émission. Voilà, il y a encore un nouveau camp qui vient de s'installer. En fait, vous le voyez là-bas, on ira tout à l'heure à pied en direct là-bas. Vous le voyez, en fait, ça n'arrête pas. On va faire le point dans un instant. Pour l'instant, il est 11h. Voici le CNews Info avec Audrey Berthaud. De chômage, le gouvernement a dévoilé ce matin aux partenaires sociaux les futures règles d'indemnisation. Les syndicats sont sortis il y a quelques minutes. Tous sont très remontés contre cette réforme. L'assurance chômage sera plus stricte quand trop d'emplois sont non pourvus et plus généreuse quand le chômage est élevé, a détaillé le gouvernement. Le G7 exige des sanctions plus sévères à l'encontre de la Corée du Nord. Ils ont dénoncé le lancement irresponsable par la Corée du Nord d'un nouveau missile balistique intercontinental. Une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU se tiendra aujourd'hui. Et aux États-Unis, un homme de 22 ans est entré dans une boîte LGBTQ tuant 5 personnes. Ça s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche à Colorado Springs. Le tireur a ensuite été maîtrisé par des clients. Les autorités ont identifié le suspect. Il s'agit d'Anderson Lee Aldrich. Il a été arrêté. Et puis qui joue le jeu. Image en direct donc d'Ivry-sur-Seine, où vous le voyez, les associations humanitaires ont lancé une alerte ce week-end parce qu'il y a de plus en plus de jeunes migrants qui sont là. La plupart se déclarent mineurs. Ils sont près de 400 à s'être installés désormais aux portes de Paris sur ce quai en bord de Seine. On est très précisément, pour ceux qui connaissent un peu là-bas, on est sous les 2 ponts qui relient Ivry à Charenton. Voilà où on est exactement. Marie Blanchard est sur place avec Pierre-Alexandre Zouka. Marie, question, qu'est-ce que vous voyez précisément? Et vous étiez allé pour nous sur ce camp il y a plusieurs semaines déjà. Est-ce que les choses ont changé depuis votre première visite?
Alors les images que vous voyez depuis tout à l'heure, Jean-Marc, c'est quasiment les mêmes images que nous avions fait le 20 septembre dernier. Il y a ce premier camp du côté de la route, côté Seine, celui-ci, et de l'autre côté de la route, il y a ce second camp. À quelques temps de près, ce sont exactement les mêmes. Mais la nouveauté que nous avons découvert en arrivant tout à l'heure, c'est que à environ 200 mètres vers Paris, je vais essayer d'y aller un peu rapidement, c'est qu'un second camp s'est installé sous l'autre pont sur la route qui se dirige vers Paris. Un second camp avec à peu près le même nombre de tentes que celui qui est derrière moi désormais. Et c'est plus ou moins la même chose, hein, des tentes alignées. Il y a un feu de camp. Tout à l'heure, ils étaient quelques-uns autour. Et ce sont exactement les mêmes. Aboubacar nous disait qu'ils étaient environ entre 350 et 400 personnes ici. Et ce second camp, il est arrivé depuis le 20 septembre où nous étions déjà venus. Donc ça fait 2 mois, et en 2 mois, il y a un second camp qui s'est créé à 200 mètres à peu près du premier. Alors, ce que je vous propose, Marie, c'est qu'on va vous laisser marcher et reprendre votre souffle en même temps, parce que vous filmez, vous commentez, vous parlez en même temps. On va regarder le maire d'Ivry qui était intervenu hein, quand on avait fait une première émission là-bas. Il était intervenu et il avait expliqué ce qu'il souhaitait pour ces jeunes. Il disait « Je veux qu'on fasse la même chose que ce qu'on a fait pour les Ukrainiens ». On vous laisse marcher et on écoute le maire. Vous avez tous en tête, j'imagine, la formidable mobilisation que l'État a été capable de mettre en œuvre lorsqu'il a fallu accueillir les réfugiés ukrainiens. On a été capable en quelques semaines de mobiliser des hôtels de tourisme, de désigner des opérateurs sociaux, de créer des structures d'accueil provisoires. On leur a donné un droit, ce qui est juste, hein, moi je soutiens l'État sur ce point, un droit immédiat à la protection sociale et à l'emploi. Ce que je veux pour ces jeunes, c'est la même chose que ce qu'on a fait pour les Ukrainiens. Parce que beaucoup d'entre eux, vous savez, par exemple, vous avez tout un quartier, je mets le mot entre 10 000 guillemets, hein, dans ce secteur de campement, où ce sont des jeunes Afghans qui sont là. Ces jeunes Afghans, il n'y a plus de liaison aérienne avec l'Afghanistan, les frontières sont totalement fermées. Les expulser, ça veut dire quoi? Ça veut dire les repousser 10 mètres plus loin, ça n'a aucun sens. Il faut trouver des solutions d'hébergement et de mise à l'abri. Dans le mois qui vient, je vais mettre avec les associations, avec tous ceux qui sont préoccupés par cette question, tous les moyens en œuvre pour que nous obtenions des mises à l'abri qui soient, au moins équivalentes à ce qu'on a été capable de faire et de bien faire lorsque nous avons accueilli les réfugiés ukrainiens. Voilà, retour au direct, ces images. Et le maire, vous l'avez vu, c'était le 21 septembre. Il a dit que dans le mois qui venait, il allait essayer de faire une mise à l'abri, c'est-à-dire jusqu'à fin octobre. Vous voyez le résultat aujourd'hui. On est le 21 novembre. Et vous voyez que finalement, rien n'a changé. C'est même pire qu'avant. Et ça, Marie, c'est ce que vous m'avez expliqué. Alors là, c'est dégueulasse, visiblement. C'est le nouveau camp qui s'est créé. C'est bien ça, Marie? Oui, je vous confirme. Ce camp-ci n'existait pas quand nous sommes venus le 20 septembre dernier. Alors je vous confirme, oui, c'est dégueulasse. Il y a des poubelles et surtout des restes de repas partout. Et c'est environ entre 50 et 60 tentes, j'ai essayé de compter. Et Aboubacar nous confirmait qu'ils étaient au moins 2 par tente à dormir le soir. Merci Marie, on continue à garder vos images et vous restez avec nous. Philippe Ballard, quand vous voyez finalement ce constat d'échec, parce que le maire communiste, je pense qu'il a fait tous les efforts qu'il pouvait pour essayer de résoudre ça. Finalement, on s'aperçoit qu'en octobre, il ne s'est rien passé. Et en novembre, on est le 21 novembre, il se passe toujours rien. Et la situation a même empiré, puisqu'il y a ce nouveau camp à l'hygiène pourri, dégueulasse, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Et je parle pour eux, hein, c'est terrible pour eux, qui a été monté. Alors, moi, j'aurais à revenir aussi sur ce que vous disiez, le maire communiste, c'est l'escroquerie intellectuelle, le comparatif qu'il fait avec les Ukrainiennes. Parce que quand on dit on a accueilli des Ukrainiens, à 95%, c'était des Ukrainiennes, des femmes, avec leurs enfants. Là, ce qu'on voit, ce ne sont que des hommes. Alors, je sais pas, en Afghanistan, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas d'enfants, ils n'ont pas envie de fuir. Bon, bref, il faut quand même remettre un petit peu l'église au milieu du village. Et les hommes, on ne les accueille pas? Non, mais là, il n'y a que des hommes. En Ukraine, les hommes sont restés combattre. On ne peut pas faire le comparatif. Franchement, c'est l'escroquerie intellectuelle, ce que disait ce maire. Alors après, écoutez, c'est 3 points. On l'a dit tout à l'heure. Ceux qui sont majeurs doivent être expulsés. Ceux qui sont mineurs, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle, le reconnaître. Quand l'état actuel de la législation, on n'y peut rien. Regardez ceux qui sont arrivés de l'Ocean Viking, à Gien. Alors on va en parler dans un instant. Non, mais ils sont partis, voilà. Même ceux qui étaient majeurs. On ne peut pas les rattraper. Donc, dernier point. Même ceux qui étaient majeurs sont partis. Oui, ils sont partis aussi. Non, mais dernier point. La solution, quand même, c'est retrouver
quand on voit le parcours de ce Guinéen qu'on écoutait, il n'y a plus de frontières. Non. Voilà, on contrôle plus rien. Il n'y a plus de frontières. La France, comme l'Europe, c'est devenu une auberge. Donc retrouvons notre souveraineté et rétablissons des frontières pour contrôler ceux qui sont hors Union européenne. Juste François, je vous donne la parole dans un instant. Juste petite question, parce que vous avez soulevé quelque chose. Je voudrais que Marie nous le dise sur place. Marie, est-ce qu'il n'y a que des hommes sur place ou vous avez, depuis tout à l'heure, croisé aussi des femmes et des enfants ? Non, je confirme, hein, j'entendais l'antenne en direct. Je confirme, nous avons croisé que des hommes depuis que nous sommes arrivés ce matin, notamment surtout des jeunes, hein, des jeunes hommes, mais aucune femme et aucun petit enfant, on va dire. François Calfon. Bon, vous avez posé une question, pour être honnête, on n'a pas vraiment répondu à votre question, donc moi j'assume. Je pense qu'il n'est pas digne, quel que soit le destin des jeunes hommes en question, hein, c'est deux sujets qui ne sont pas liés, d'accueillir, c'est même pas accueillir, c'est de laisser vivre des gens dans des conditions pareilles, pour eux-mêmes et pour la société. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser... là, c'est clairement, ça va appeler des rats. Bien sûr. Clairement, c'est un vecteur de maladie. Des maladies aussi, donc, oui. clairement, il faut à un moment donné, et je pense que là, c'est vraiment votre échec, je le dis sans esprit de polémique, de ne même pas être capable d'assumer de, par exemple, réquisitionner un gymnase pour que les conditions d'accueil et d'hébergement soient dignes. Ce qui ne présage en rien de la stabilité des personnes sur place. La deuxième chose, parce que je vais essayer d'être un peu constructif, c'est que c'est pas parce que je le suis depuis le départ. Hein. C'est pas parce que les gens sont arrivés par leurs propres moyens et non pas recueillis en mer que la question centrale de la répartition des migrants, ceux qui ont vocation, parce que l'asile leur aurait été possible en Europe, n'est pas posée. Et on a l'impression que là, il y a une France, pardon de le dire, qui est aux abonnés absents. C'est très bien les coups de menton de M. Darmanin, mais on devrait avoir des conseils européens sécurité où il y a l'ensemble des pays européens et qu'il y a cette fameuse répartition. Puisqu'on parlait, je suis d'accord que c'est pas de la même nature, puisqu'on parlait de l'Ukraine, les pays européens ont su répartir d'une certaine manière l'effort. Martin Garadion, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là ? C'est un échec total du gouvernement quand même de voir ces images. Alors, simplement, pour répondre à M. Calfon, l'échec, il est avant tout l'échec d'une idéologie mortifère. Mais enfin, vous êtes en responsabilité, je vous interpelle à mon tour. Mais quand bien même. sûr, mais je vais répondre. Parce que c'est pas avec l'idéologie qu'on répond à ça. Quand on écoute ce maire qui, sous couvert d'humanisme, en fait, tient une idéologie qui est un constat d'échec. Mais c'est lui qui amène les poubelles et les pissotières, quand même. Qui est en fait de promettre tout pour ne donner rien. Voilà. Donc c'est clairement cette idéologie sous couvert d'humanisme qui est mise en branle. L'objectif à court terme du gouvernement, je vous rappelle qu'on a sur la table un projet de loi... Oui, mais là... Moi, je ne vous parle pas de projet à long terme. Non, mais moi, je vous parle de là. Je vous parle de là. Cet après-midi. On y était le 20 septembre, c'était comme ça. On y est aujourd'hui le 21 novembre, rien n'a changé. Et ils sont 2 fois plus nombreux. Dans 3 mois, on y retourne. Et ils seront 600. Et ils seront 600. Ils seront le double. Il est nécessaire, indispensable et urgent de proposer une réforme de notre politique migratoire. Mais non, mais c'est pas oui, il faut le gérer. Et des années d'échecs de politique migratoire. Mais vous, comme ceux qui ont précédé, par contre. Bien sûr, mais on est. C'est vrai que vous n'étiez pas en responsabilité. Non, mais si ça vous arrive, on verra s'il n'y a plus jamais de temps. Ah oui, il n'y a plus de temps. Juste par exemple, on ne peut pas les prendre, vérifier les identités, vérifier les âges, les mettre à l'abri, parce que ce qu'on a fait avec... La mise à l'abri, c'est une question simple. Ce qu'on a fait avec le chien de Viking, par exemple, alors ça s'est terminé sur un fiasco total du gouvernement, on va y revenir dans un instant. C'est ce qu'il faut faire. Oui, c'est un fiasco. On va y revenir dans un instant. Mais est-ce qu'on ne peut pas au moins le faire pour une zone d'attente gérée et digne. Voilà, est-ce qu'on ne peut pas faire une zone d'attente ? Je rappellerai, parce que M. Calfon est très à cheval sur le sujet, on a un projet de création de 3000 places dans des centres de rétention administrative, ce qu'on appelle les CRA. Je vois, par exemple, je vous prends un exemple en Nouvelle-Aquitaine, on a 70 places en CRA disponibles à l'heure actuelle. On propose une construction de tripler les capacités d'accueil, donc de passer à 210 places. Qui est-ce qui s'oppose à ces projets de construction? C'est souvent les amis de M. Calfon. Donc moi, je veux bien avoir... c'est notre faute. C'est la faute du communisme, c'est la faute des socialistes. Mais vous êtes responsable de rien. Quittez le gouvernement si vous êtes responsable de rien. On va en parler. Mais juste quand même sur cette situation, pourquoi est-ce que eux, on n'est pas capable de les mettre à l'abri, et pourquoi seuls le chien de Viking, on a pu les mettre à l'abri? Si, il faut le faire. Très bonne question. C'est ça ma question simple. Puisqu'on est débordé par le nombre. Excusez-moi, on laisse répondre Martin Garadion. Ce sont deux situations qui sont totalement différentes. Ocean Viking, on a accueilli le bateau, mais comme vous dites qu'on va y revenir, suite à un manquement de nos amis. Non, mais c'est pas ma question. Pourquoi est-ce qu'on a pu les mettre à l'abri et pas là? On les a accueillis dans une zone internationale qui a été créée, de toutes pièces artificielles. Vous l'avez dit dans le reportage, sont là apparemment depuis des mois et des mois.
Donc on est sur deux situations qui sont totalement... Mais non, mais c'est la même chose. Moi, je ne connais pas le détail de la situation de ces personnes. Évidemment, il y a un problème sur, on va dire, l'évaluation de l'âge de ces personnes, parce qu'on le voyait tout à l'heure, les personnes donnent un âge, mais on a des procédures qui sont extrêmement longues. Ça pose aussi la question des moyens. Mais pourquoi on ne les prend pas et pourquoi on ne crée pas une zone dans la région parisienne? Pourquoi on ne fait pas exactement ce qu'on a fait à Gien, puisqu'on a réussi à le faire à Gien? Pourquoi on ne le fait pas? C'est évidemment ce qu'il faut faire. Mais ça fait 4 mois. Mais non, mais attendez, il y a quand même des dizaines de milliers de jeunes, donc des MNA, qui sont pris des dizaines de milliers par les départements. Et ça coûte, pardon, mais un pognon dingue, comme dirait quelqu'un. Ça coûte des milliards d'euros. Et si on rajoute l'AME, c'est-à-dire tout ce qui est indirect, mais on arrive quasiment à 10 milliards d'euros. Donc si vous faites des centres, si vous les accueillez, mais il y aura un flux encore plus important. Pardon, donc vous êtes, monsieur Ballard, vous êtes pour les laisser dans la merde? C'est ça l'idée? C'est vous les laisser sous le pont? Je vous l'ai dit, ceux qui sont majeurs, parce que là, il n'y a pas que des mineurs expulsés. Ceux qui sont mineurs, qu'est-ce qu'on fait? On est coincés. Il faut réformer. Vous dites quoi? Si vous étiez aux responsabilités demain, vous faites quoi? Vous êtes coincés, vous faites quoi? Vous les laissez sous le pont? Ça, c'est une bonne question. Attendez, c'est une bonne question de François Calfon. J'ai Philippe Ballard. C'est une bonne question de François Calfon. Vous êtes au pouvoir. Mais je vous l'ai dit, on est coincés. Ceux qui sont mineurs, vous faites quoi? Vous les laissez sous le pont? Si vous êtes au pouvoir, là, aujourd'hui, vous êtes au pouvoir, on fait quoi? Là, je pense que si on examine clairement ceux qui sont majeurs, il n'y aura plus autant de tentes. Oui, d'accord, mais bon, là, vous vous défaussez. Parce que tout à l'heure, vous avez été honnête. Monsieur Ballard, vous êtes honnête intellectuellement, vous avez dit qu'il y a un corner. Il va vous en rester quelques dizaines. On attend qu'ils arrivent à l'âge de la majorité. Donc on les laisse sous le pont? Et on les laisse, vous les mettez dans des centres d'accueil. Ah ben voilà, très bien. Mais non, mais c'est pas... Vous êtes dans la question subsidiaire de la question. Vous êtes gêné de dire qu'il faut des conditions d'accueil humaines. On ne peut pas les expulser. Vous nous expliquez en permanence. C'est très bien. Monsieur Ballard, mais c'est formidable. Vous retrouvez votre souveraineté. C'est formidable. Là, on l'a pas et on peut continuer. Vous savez, il y a un point qu'on a je vous pas connais bien, monsieur Ballard. Monsieur Ballard, vous me laissez pas parler parce que vous êtes gêné par ce que je vais vous dire. Alors laissez-moi parler. Je ne suis pas Laissez-moi parler. Je vous l'ai dit, on est coincé. D'accord. Voilà. Alors, regardez. Ils ont, pour les expulser, c'est mission impossible. Allez, François Calfon vous répond. Monsieur Ballard, c'est comme vous n'êtes pas un politicien professionnel, vous dites des choses honnêtes. Vous êtes un ancien journaliste. Vous, de temps en temps, vous rappelez le réel. Et donc vous dites il y a bien des mineurs. Il y a possiblement des mineurs non accompagnés qui sont là et la législation ne peut rien. Et vous nous dites, tant mieux, c'est à votre honneur, avec humanité, qu'il faut les recevoir dans des conditions dignes. Mais vous êtes gêné parce que... Jusqu'à leur majorité. D'accord, bien sûr. Mais vous êtes gêné parce que c'est en contravention avec l'idéologie de votre parti. Vous voyez bien, on vient d'avoir une démonstration. C'est très logique. C'est très intéressant pour nos téléspectateurs. Je termine d'une phrase. C'est très intéressant pour nos téléspectateurs de voir que le coup de balai ou le coup de baguette magique du Rassemblement national, c'est une tartufferie. Demain, vous aurez le même problème que chaque parti politique a eu. Voilà. Là, j'ai 3 représentants. Alors, François Hollande, c'est une catastrophe en matière politique. Je sais pas, j'avais pas l'impression que... Le gouvernement actuel, c'est une catastrophe en matière politique migratoire. Et LR, Sarkozy, et vos amis italiens, catastrophe Madame Mélanie, de politique étrangère. Vos amis italiens d'extrême droite, elle n'en peut plus. Ils n'en peuvent plus. D'accord, mais avant, il y avait des immigrés. Avant, il y avait Monsieur Salvini, son bilan était catastrophique. Il était proche des ports italiens. Mais attendez, il y a des ports en Tunisie. Monsieur Salvini, son bilan, c'est quoi? On va avancer. Quel est le bilan de Monsieur Salvini? Juste, on va avancer, si vous voulez bien. On va parler. On va parler d'Éric Zemmour qui était sur CNews ce week-end. Il a parlé des différents fiascos de Gérald Darmanin dans l'affaire de l'Ocean Viking et en particulier justement des mineurs. Donc on est en plein dans le sujet. Regardez. 50% de ces jeunes veulent venir en Europe. Alors on les accueille tous. Ça, c'est le premier fiasco. Deuxième fiasco de M. Darmanin, du gouvernement, c'est qu'il nous a dit ils sont malades, c'est pour des raisons humanitaires. C'est Volpone, cette histoire. C'est magnifique. Ils sortent tous de leur lit de mourants et ils courent, ils fuient tous les hôtels où on les met généreusement. Darmanin a montré ses muscles. Il a dit, on accueille, mais vous avez vu, on met l'armée, on les garde, on met une zone qui n'est censée pas être la France. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les juges, comme d'habitude, libèrent tout le monde, annulent toutes les procédures. Ça, c'est le 3e problème majeur. Martin Garagnon, c'est un fiasco, l'Ocean Viking. Je reviens sur ce terme. Pour moi, ce n'est pas un fiasco pour une raison simple. C'est que nous avons eu affaire à une situation d'urgence, qui est le fait des amis de M. Ballard, du gouvernement Meloni en Italie. Non, mais simplement, on va recontextualiser un minimum, parce qu'à chaque fois, on prend l'histoire par le petit bout de la lorgnette. Donc simplement, le gouvernement de Mme Meloni a été élu.
ils ont eu un permis de gouverner. Ils n'ont pas eu un permis de tuer. Donc nous, on a accueilli ce bateau-là. Non, mais simplement. De tuer. Mais il fait 70 mètres de long et 15 mètres de large, le bateau. Franchement, quand on est dessus, on n'est pas en perdition. C'est une situation sanitaire déplorable. Donc nous, on a pris. Enfin, 4 jours après, ils partaient. Je ne sais pas quelle était la situation, mais 4 jours après, ils sont tous partis, ils sont tous dans la nature. Donc ils ne devaient pas être tous si malades que ça. Moi, je vais vous dire, monsieur Excusez-moi d'être aussi. Avoir 230 migrants dans la nature, comme vous le dites. D'accord, mais voilà, mais c'est un choix. Sur les plages de la Méditerranée en France. Ils ne seraient pas été 230 cadavres parce qu'ils étaient sur un bateau, ils n'étaient pas à la dérive sur un paquebot. Sanitaire à l'intérieur de ce bateau. Lorsqu'on a récupéré ce bateau, il y a eu des évaluations médicales qui ont été faites. Et on ne peut pas les remettre sur le bateau après ? Je ne suis pas médecin. Une fois qu'ils sont soignés, on ne peut pas les remettre sur le bateau ? On est dans un état de droit, donc on a des procédures à mener sur l'évaluation de qui est susceptible de rester sur le territoire. Et donc on s'est fait avoir. Excusez-moi, on s'est fait avoir. On s'est fait avoir par l'Italie et on s'est fait. Attendez, excusez-moi. On s'est fait avoir par l'Italie. Parce qu'ils n'ont pas voulu le bateau, c'est nous. Et on s'est fait avoir par le migrant, parce qu'ils sont tous là, ils sont tous dans la nature. On s'est fait avoir par tout le monde. Et par les mafias. On s'est fait avoir par tout le monde. Et par les mafias. Excusez-moi, on est les cocus de l'histoire. On est les cocus. Il y a des mafias qui organisent ce trafic, qui vont chercher ces pauvres bougres. Mais alors, des milliers de sur ce sujet, il est trouvé séparable au Zodiac. Le bateau, il est pourri. Mais il y a des gros bateaux au large qui vont venir vous récupérer. Qu'on sauve des gens qui sont en train de se noyer, c'est évidemment normal. Si on les soigne, c'est normal. Qu'on leur donne à manger, c'est normal, mais après, c'est pas Attendez, un instant. François Calfon, on est les cocus de l'histoire. Attendez, le point, c'est que. Cocus par l'Italie, cocus par les migrants. Cocus par l'Italie. Oui. On va voir à la fin du film. Moi, j'invite le gouvernement à gouverner. La fin du film, ils sont dehors. Est-ce que je peux parler ? J'invite le gouvernement à gouverner. C'est-à-dire que cette affaire des migrants, ça va être une affaire européenne. Si les Italiens ne veulent pas prendre de migrants, on ne va pas leur donner les plusieurs dizaines de milliards d'euros dont ils ont besoin. Madame Meloni, elle va un peu en rabattre. Ça, c'est le premier point, mais c'est au gouvernement d'agir. Moi, je vois M. Darmanin faire des coups de menton. Deuxième chose sur les bateaux d'aide humanitaire. Vous dites, c'est les complices des passeurs. Quand on regarde le droit, c'est pas ça le droit. Le droit de la mer, c'est que c'est aux États de secourir. Donc en réalité, en lieu et place des associations, je rappelle qu'il y a eu 3000 morts en Méditerranée. Si vous les laissez tomber des Zodiacs et les laisser crever, c'est votre problème. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. J'ai dit d'accord. Eh bien, je vais vous dire une chose. Au lieu de dire, comme le Front National le dit du matin au soir, SOS Méditerranée sont les complices des passeurs, ils sont simplement le substitut des États, parce que ça devrait être les marines nationales. C'est ça le droit de la mer, qui récupère les personnes. D'accord, mais au moins, vous les soignez, au moins, vous dans le port de départ. François, vous ne diriez pas. Si c'était les marines nationales, vous ne diriez pas que c'est les complices des passeurs, et ce serait mieux géré. C'est parce que les États n'assument pas leurs responsabilités. Faites pas un dialogue à deux, on est 5 sur le plateau. Juste, François Calfon, question simple que je pose. Là, vous la voyez, la question que je pose. Est-ce que c'est un fiasco du gouvernement ? Ah bah oui, c'est sûr. D'accord. Oui, Catherine Dumas. Bon, c'est évident que c'est un échec. Martin Garnier nous a dit que non. Il le défend. On peut pas. Non, mais c'est l'avocat commis d'office de M. Darmanin. On ne peut pas dire que cette situation est acceptable. Ça, c'est évident et c'est un échec. En revanche, ce qu'il aurait fallu faire, c'est faire en sorte que ce bateau de SOS Méditerranée, de l'ONG, n'arrive pas jusque dans nos eaux territoriales. Parce que pourquoi ils les amènent en Europe, à votre avis ? Ces gens, ils sont repêchés au large des côtes libyennes. Donc, il faut qu'ils restent là-bas. Il y a une assistante maritime de la part de la Libye et d'autres pays. Donc, déjà, ça, il y a une vraie arnaque. Pourquoi on les amène vers l'Europe ? On est les cocus, je vous le dis. On voit bien que les ONG, en tout cas certaines d'entre elles, ne sont pas claires. Après, ce que je voudrais dire, il y a le sujet Frontex qui fait un travail assez extraordinaire. Il y a 4 opérations en Méditerranée en ce moment, orientale, occidentale, etc. Mais qui doit être renforcée. Mais c'est là qu'il faut trouver la solution. C'est à partir de là. Et il faut aussi une vraie politique européenne d'immigration. C'est ça qu'il faut. Et tant qu'on n'aura pas ça, quand vous parlez avec la Grèce... Vous ne pouvez pas prendre l'échec de l'Europe et pas participer à la répartition des migrants. Quand vous parlez avec la Grèce, quand vous parlez avec Chypre, c'est ce qu'ils vous disent. Ils vous disent qu'il faut une politique européenne. Et là, le gouvernement doit faire le job. C'est votre boulot. Et le demander. Qu'est-ce que je voulais Martin Garnier répond et après on attend. On va l'écouter tout de suite. Olivier Dussopt qui est venu défendre votre ligne hier justement. Et il dit non, c'est pas du tout un fiasco. Regardez. Je ne crois pas que ce soit un fiasco. C'est d'abord la réponse à une crise et c'est la réponse à un manquement. Normalement, si nous appliquons les règles de solidarité internationale, les règles de solidarité européenne, ce bateau aurait dû accoster en Italie. L'Italie n'a pas souhaité donner suite et n'a pas voulu ouvrir ses ports comme la chef du gouvernement italien l'avait dit. Après 15 jours, avec des mineurs, avec des femmes malades à bord, avec des conditions de mer qui n'étaient pas acceptables, la décision a été prise de faire accoster ce bateau.
Elle a été prise dans un cadre européen, avec un engagement de 11 pays européens, d'accueillir plus des 2/3 des passagers du bateau. Catherine Dumas. Je trouve que le discours sur l'Italie est d'une hypocrisie impensable. Non. Tout le monde sait qu'il y a un nouveau régime en Italie et tout le monde sait que jamais Giorgia Meloni aurait accueilli ce bateau. Et ils ont accueilli les 3 précédents. mais ça, c'est pas Il ne possible, faut non. pas oublier Ouais, qu'ils ça, ont je suis accueilli les d'accord 3 avec vous. précédents quand même. Hein. N'oublions pas qu'ils ont accueilli les 3 savait précédents. qu'elle le ferait Et pas. attendez, l'Europe, c'est pas simplement. Je prends ce qui m'intéresse et je ne prends Mais pas. c'est pas ce qui l'Italie m'intéresse. de tout Mais accueillir non L'Italie, plus. pardon, l'Italie pas attend un plan d'aide de l'Europe de 170 milliards d'euros. Mais on On a savait. quelques moyens de pression quand même. Ils sont en première ligne. Avouez quand même que D'accord, mais l'Italie, là où comme je vous vous la Grèce, là où je comme vous d'autres suis, pays, là où je vous ils suis, sont en là où je première vous ligne, suis, ils n'en ça- peuvent plus. là où je vous suis, j'essaie Attendez, de à part- Juste à un part- point à part- d'étape, à part- on a tous appris le droit international de la mer, là on le découvre. Le port le plus sûr, c'était pas l'Italie, c'était la Tunisie. Il y a des bateaux de croisière qui vont dans les ports en Tunisie. Donc faut arrêter de nous faire croire, comme Monsieur Dussopt qu'on vient d'entendre il y a quelques instants, que c'est faux, c'est l'Italie qui devait accueillir ce bateau. Non, pas du tout. Ça, il aurait pu revenir en Tunisie. Et Non, la c'était le vérité, droit c'est international. comment Mais ils on veulent peut pas regarder. aller en Afrique. Ah ben ils veulent pas retourner d'où Mais ils non, viennent. mais ils veulent pas aller en Ça, Afrique. Ils veulent pas aller en Afrique. d'accord. Mais la il réalité, faut- le mais problème, peu vous importe, savez, encore mais une peu fois, importe de ce c'est que qu'ils veulent. personne C'est à ne nous dit la d'avoir réalité. la volonté politique. La réalité, c'est que ces gens-là ne veulent pas Mais retourner il y a en pas que Afrique. ça. Ces gens-là veulent être Soyons en précis. Europe et ils ne veulent pas être en Soyons Afrique. précis. Ils veulent pas aller Soyons en précis. Tunisie. Comme on est dans un pays de droit, J'arrive. comme on est dans un pays de droit, puisque un certain nombre ont raison, se définissent comme des réfugiés, il faut regarder leur statut de réfugié. Il y a 2 manières de le regarder, parce que C'est pas ce qu'on dit là. On dit pourquoi ils sont pas. mais je suis en train de vous répondre. Bah je oui. vais être très précis. La réalité, c'est qu'il y a 2 manières de faire en sorte que finalement les gens n'arrivent pas, que leur statut de réfugié soit traité sur les pays émetteurs, c'est-à-dire sur les pays du Maghreb. Deuxième, et moi je suis obsédé par ça, deuxième élément, qu'il puisse y avoir des navires qui récupèrent ces migrants, des navires battant pavillon national, des marines, sur lesquels, pourquoi pas, on pourrait observer, après tout, Juste, c'est une mais zone d'attente. dites-moi pourquoi c'est pas la Tunisie qui les a récupérés. Et parce que C'est ça ma question. Et parce que ces gens sont réputés faire une demande d'asile, c'est ce qu'ils disent en tout cas. Donc il faut observer. Et alors Ben, c'est ce que je suis en train de dire. Ah oui, d'accord. les 2 solutions, c'est. Donc, mais vous savez, on mais est non, en mais train non, de mais se non, mais vous Quand je changez dis tout, ça- François Calfon. Mais non, vous- quand je attendez, dis ça, François qu'est-ce qu'on Calfon, fait vous mélangez Qu'est-ce tout. qu'on fait Excusez-moi, On fait la Calfon. police de Allô, l'Angleterre. François Calfon. Donc c'est possible de le faire. Excusez-moi, absolument. François Calfon, vous mélangez tout. Non, pas Excusez-moi, du tout. vous mélangez tout. Alors dites-moi, parce que la j'ai pas été assez clair sans doute. Non, vous avez tout mélangé. Parce que selon la question qu'on vous pose, vous sortez une carte ou puis l'autre. Là, la Ça question. s'appelle le débat. Oui, non, c'est pas le débat. Là, c'est faussé le débat. Ah, c'est vous qui le dites. Non, c'est vous qui faussé. le Le débat. Je vous dis pourquoi la Tunisie ne les a pas récupérés. Vous me dites parce qu'ils voulaient faire une demande d'asile en Oui. Europe. Mais si on les a récupérés, c'est pas pour leur demande d'asile. C'est parce que soi-disant ils étaient en danger de mort. Non, c'est sûr. Où est-ce qu'on raccompagne Non, et c'est le droit de la mer qui était en jeu. Ça, c'est vrai. Donc pourquoi c'est pas la Tunisie et c'est pas un problème de droit d'asile. Pourquoi en fonction du droit de la mer, c'est pas la Tunisie qui les a récupérés. Aux ONG. Et là, il n'y Mais a pas de réponse. Mais si, la réponse est que il faut qu'il y ait une instance, c'est-à-dire un navire battant pavillon national, qui puisse recevoir ces Ma demandes. question, si c'est ces pourquoi. demandes ne sont Mais pas non, valides, c'est pas le débat. Je suis en train de vous répondre. Mais non, vous répondez pas à ma Ils sont question. Vous parlez du droit d'asile. Moi, je vous parle du droit de la mer. Puisque le problème, c'était qu'ils étaient tous en perdition. Ils étaient en train de mourir sur ce bateau. Non, Pourquoi mais c'est pas la Tunisie Je qui les dis qu'on n'a récupère pas à sous-traiter par des associations le respect du droit de la mer. Et en quoi c'est une Voilà. réponse à ma question Mais parce que- En quoi c'est une réponse à Parce ma que question vous pouvez avoir sur un bâtiment d'une marine nationale des officiers de police judiciaire, des magistrats qui peuvent ça n'a rien traiter à ces voir. demandes. Enfin, Mais c'est si. sur Alice de ne pas répondre à ma question. Ma question, c'est ils sont en train de mourir. Ben, on les D'accord, c'est récupère, pas un oui. problème de droit d'asile. S'ils sont en train de Je mourir comprends sur pas, le bateau. D'accord. C'est simplement que je ne comprends pas. Alors, votre question. j'ai essayé de vous la répéter clairement. Mais on va peut-être pas modifier. Non, parce que c'est intéressant. Ouais. S'ils sont en train de mourir sur ce bateau, On les récupère. C'est pour ça qu'il faut les récupérer Jusque-là, très tout vite. le monde est d'accord. Pourquoi nous et pourquoi pas la Tunisie? C'est pas un problème de droit d'asile, c'est un problème de vie ou de mort. Pourquoi c'est pas la Tunisie? Bah ça, pourquoi par exemple, pourquoi les bâtiments de la marine Tu peux pas tunisienne ne les répondre. récupèrent pas? C'est vrai que c'est une question. Ah, parce que- merci. Parce que les ONG, on a- ils amènent Mais j'ai chez pas eux. eu On a réussi. On a la réponse. On a la réponse. Bah, Ah bah, vous avez la réponse. Et on les lit, on Martin sait très Garagnon, bien là-dessus. qu'ils sont vérolés par Martin les Garagnon, mafias. c'est pas un fiasco, c'est une réussite du gouvernement cette non, affaire. non, non, non. 250 personnes qui arrivent, qui sont dans la nature et qu'on Ce n'est contrôle absolument plus. pas ce que je C'est un dis, succès. Et je pense que les propos du ministre Dussopt sont extrêmement clairs. Et pour rebondir sur ces propos, tout simplement pour dire on ne fait jamais preuve de faiblesse quand on fait preuve d'humanité. Ça, c'est un premier point sur lequel je pense qu'on peut tous s'entendre. Et tout le monde, d'ailleurs, a partagé un peu ce sujet-là. On ne va pas laisser des gens en mer mourir sous nos on est regards. d'accord. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, vous parliez tout à l'heure des mécanismes de solidarité européenne. Ils existent. Ah, mais, L'Italie n'est pas le seul pays à accueillir des migrants, n'est pas le seul pays qui fait partie de ce qu'on appelle la première ligne. Vous avez Malte, vous avez Chypre, vous avez la Grèce, vous avez l'Espagne, etc. Ces pays-là jouent leur rôle d'accueil de première ligne. Après, on a mis en place, lors de la présidence française de l'Union européenne,
le semestre 2022, un mécanisme qui permet une répartition des migrants que ces pays-là accueillent. C'est ce qui ne marche pas en Italie sous le gouvernement de Madame Meloni, puisqu'elle a refusé de remplir sa part du contrat qui était extrêmement clair. Donc nous, on a pris le relais sur ces migrants-là. Il y a après un mécanisme de dispatch, de compensation. Alors, ce qui est intéressant, c'est les centres de rétention, parce qu'il faut créer des centres de rétention. Et je vous propose de regarder ce reportage justement à Mérignac, justement, où ils refusent qu'on construise, les habitants refusent qu'on construise un centre de rétention à côté de chez eux. Regardez. C'est sur ce terrain appartenant à l'État que le nouveau centre de rétention administrative de Bordeaux devait voir le jour. Trop proche des habitations, les collectifs se sont mobilisés pour empêcher sa construction. L'implantation d'un centre de rétention administrative est toujours compliquée, mais il est vrai que le choix de le faire au milieu des habitants, c'est quelque chose que nous trouvons complètement absurde. Alors le CRA, c'est un lieu de privation de liberté. Ce n'est pas un bâtiment comme un autre. Donc il y a évidemment des nuisances générées par toute la population, les fonctionnaires de police, l'annexe du tribunal judiciaire. Donc il y a énormément de nuisances. Et puis après, les CRA, malheureusement, il y a aussi des incendies qui sont provoqués. En Nouvelle-Aquitaine, il n'y a que 70 places sur les 2 centres existants, un à Hendaye, un autre à Bordeaux. Ce nouveau projet permettra d'accueillir 140 personnes et son emplacement a finalement été relocalisé sur la commune de Mérignac, dans une friche industrielle. On a besoin de places à l'intérieur de ces centres de rétention administrative parce que nous devons placer des personnes étrangères qui n'ont rien à faire dans notre pays. La grande majorité, c'est souvent des sortants de prison qui doivent après rentrer dans leur pays. Un grand plan de construction est prévu à l'horizon 2027, avec 3000 places supplémentaires d'accueil dans des centres de rétention partout en France. Vous voyez, Philippe Allard, c'est pas si simple que ça. Quand on dit construisez des centres de rétention, on s'aperçoit que c'est compliqué. Il faut savoir qu'on parle. Moi, je comprends très bien les riverains. Alors, évidemment, dans un monde parfait, si on contrôlait nos frontières, on n'aurait pas besoin de croire. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un CRA ? La magistrate le disait, c'est un centre de rétention administrative. Il y a à peu près 1800 places actuellement. Il y a 120 000 au QTF, d'accord ? 120 000, 1800. Dans les CRA, elle le disait, on ne met pas n'importe qui. Ce sont des gens qui, potentiellement, sont dangereux. Et moi, je connais des policiers qui gèrent un CRA en région parisienne. Souvent, il y a des mutineries. Il y a des incendies, et là je rejoins ce que disait l'habitant, et quand il y a une mutinerie dans un CRA, je peux vous dire qu'il faut appeler des renforts, donc et pas seulement 2, 3, 4 voitures de renforts. C'est contradiction, non, exactement mais, ça. Comment ça on les laisse dehors ? Mais non, mais attendez, écoutez-le. Moi je vous explique ce que c'est qu'un CRA. On ne met pas n'importe qui dans un centre de rétention administratif. Et bien après, c'est 90 jours, pas plus. Dans un centre de rétention administrative. Vous avez un tas d'associations qui viennent, et au bout de 90 jours, comme il n'y a pas eu de laissez-passer consulaire, comme il y a eu tout un tas de procédures, c'est dehors. Et ce sont des gens dangereux qu'on remet dehors. Il y a des pays, dans un CRA, on peut y rester toute sa vie. Monsieur on Ballard, peut y rester un an. Écoutons Martin Garagnon rapidement. Chef du gouvernement en stigmatisant des camps sauvages qui s'éparpillent un peu partout, et de l'autre, vous opposez à la création de 3000 places en centre de rétention administrative qui, comme c'est dit dans le reportage, je dis, je comprends l'habitant. Donc, il y a un moment donné, il faut juste être un petit peu cohérent. C'est dans le Morvan, on peut en mettre. Il n'y a pas de famille qui vont venir les CRA, visiter. Ce sont des centres de privation, ce sont des points de privation de liberté. Ça veut dire, puisque vous faites un lien évident entre immigration et insécurité, ça devrait plutôt... Des gens dans les CRA, c'est des gens qui ont commis des infractions. Donc, et ils sont étrangers. Donc nous, après la prison, c'est l'avion. Voilà. Bon, allez, on va faire une pause. On va se retrouver dans un instant. Après la pause, on va parler de Victor Hugo, qui est un écrivain noir à Besançon. Vous allez voir pourquoi, en fait, sa statue, désormais, il a le visage noir et des cheveux blancs. C'est assez surréaliste, enfin on marche sur la tête. Et puis ensuite on sera en direct avec le capitaine de gendarmerie Hervé Moreau, que vous connaissez, qui vient souvent sur ce plateau. Eh bien il va nous annoncer en exclusivité qu'il a décidé de porter plainte contre la gendarmerie nationale, puisque la gendarmerie l'empêche de parler à ses anciens collègues. Qui veut le faire taire? Interview exclusive dans un instant. À tout de suite en direct sur CNews. La loi immigration, Gérald Darmanin rencontre à partir d'aujourd'hui les groupes parlementaires avec la polémique autour de l'Ocean Viking. Le contexte est défavorable au gouvernement. Marine Le Pen a déjà annoncé que le groupe RN ne votera pas ce texte. Quant aux Républicains, ils se disent ouverts à la négociation. Le Fonds monétaire international appelle la France à resserrer sa politique budgétaire dès l'an prochain. Après avoir déboursé des milliards pour soulager les entreprises et les ménages de la crise énergétique, il est justifié de commencer la consolidation budgétaire en 2023, écrit le FMI. Et le Mondial 2022, Raphaël Varane va bien, il est apte et disponible selon Didier Deschamps. Concernant le premier match de l'équipe de France, ce sera demain face à l'Australie à 20h heure française.
le vice-capitaine des Bleus, n'a plus joué depuis sa blessure à une cuisse, mais il a repris l'entraînement samedi. 11h34, merci de nous retrouver en direct sur CNews. Je voulais qu'on revienne avant de recevoir le capitaine Moreau sur ce qui se passe à Besançon, où Victor Hugo est devenu un écrivain noir. En tout cas, sa statue, vous voyez la photo qui est totalement surréaliste, parce que c'est clair, il n'y a pas de doute, c'est devenu un écrivain noir. Reportage et on en parle ensemble. C'est une restauration qui suscite l'incompréhension. À gauche, Ousmane Sow, qui contemple son œuvre représentant Victor Hugo, peu de temps avant d'être installé sur l'esplanade des droits de l'homme à Besançon. À droite, l'œuvre fraîchement restaurée. Une nouvelle apparence qui étonne l'ancien maire de la ville, présent aux côtés de l'artiste à l'inauguration de la statue en 2003. Victor Hugo à la peau noire, ce n'est pas ça à l'origine. Et puis la barbe et les cheveux blancs n'étaient pas à l'origine blanc aussi éclatant que celui-ci. Donc je ne reconnais pas la statue d'Ousmane Sow. Je ne veux pas critiquer le patineur parce que ça vient de Pierre de Coubertin, c'est des grands spécialistes. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je pense sincèrement qu'il faut redonner à Ousmane Sow une patine, la patine originale qui n'est pas celle qu'il y a, en tout cas sur le visage. La veuve de l'artiste, elle, reconnaît une erreur technique de la part du patineur et de la mairie écologiste qui a validé le résultat de cette restauration, mais déplore surtout le manque de communication de la part de la mairie. J'ai eu zéro contact avec la mairie, quoi. Or, normalement, avant même d'attaquer une restauration, ils auraient dû prendre contact avec les ayants droit, qui sont ses enfants, et c'est moi qui les représente. Contactée, la mairie de Besançon n'a pas souhaité répondre dans l'immédiat à nos questions. Voilà, on est en train d'en parler justement. Philippe Ballard, en fait, c'est un blackface ? Il y a des stations, non mais des fois on déboulonne. Alors là, c'est une nouvelle version. Là, on change d'apparence. Et en fait, si je comprends bien, l'artiste est sans doute un très grand artiste sénégalais. Et en fait, il faut qu'il ressemble à son apparence à lui. Non, mais justement, vous n'avez pas compris. En fait, lui, l'artiste est mort. C'est celui qui l'a rénové. Voilà, l'artiste est mort, Ousmane Sow est mort. Lui, il avait fait blanc. Victor Hugo, normal. Et en fait, c'est la mairie écologiste, quand ils ont rénové la statue, ils en ont fait un noir. Je suis pas le seul à pas avoir tout suivi, mais voilà, c'est le mot. Attendez, Martin Garagnon, là-dessus. On est dans un cas de figure assez aberrant. C'est-à-dire que soit notre culture, notre civilisation. Attendez, on laisse partir Martin Garagnon. Le constat, c'est qu'il y a visiblement une dénaturation de l'œuvre de l'artiste. C'est ce que dit en plus sa veuve. Il y a deux interprétations. Soit effectivement c'est une maladresse technique et c'est malheureux, on ne peut que le déplorer. Enfin, ça a été validé par la mairie écolo. Soit en revanche, il y a aussi un fond idéologique qui est un peu toujours le même, cette espèce de cancel culture, de wokisme qu'on peut déplorer. C'est quoi la prochaine étape? On réécrit la fin des Misérables. Bon, à ce niveau-là, non, mais c'est un petit peu ça. On ne respecte pas l'œuvre originale de l'artiste. Aujourd'hui, il y a un vrai problème avec l'art et on voit que l'art est malmené au nom de plein de causes, voire sauver la planète, on fait n'importe quoi. Là, au cas particulier, il s'agit d'une restauration d'Ousmane Sow. Au départ, Victor Hugo était tel qu'il devait être. Oui. Une restauration, c'est quoi? C'est restaurer une œuvre d'art, c'est la refaire à l'identique conforme selon ce qu'a souhaité l'artiste au départ. Il est décédé aujourd'hui, il ne peut plus parler. Sa famille parle pour lui. Donc, on voit bien que c'est une vraie provocation et qui est tout à fait acceptée par les écologistes à Besançon. Et sa famille, je vous la cite, c'est la veuve de ce grand sculpteur sénégalais, aujourd'hui disparu, et qui dit il n'aurait jamais voulu ce visage noir. Oui. Et moi, je suis un peu nuancé parce que je n'avais pas compris, comme Philippe Ballard, ce dont il était question. Je crois que c'était. Oui, vous vous retrouvez parfois tous les deux. Non, mais c'est bête. Oui, mais j'ai dit, je le combats sur sa doctrine, mais quand l'homme sort, et parfois il a un principe de réalité. Bon, revenons à notre sujet. Oui. Le sujet, il est que si un artiste, par exemple, interprète, ça arrive tous les jours. Hein, vous n'êtes pas obligé de prendre un comédien blanc parce que vous faites du Racine. Ça, c'est comme ça. Bon, en l'occurrence, moi, ce que j'ai envie de dire sur cette histoire, je ne sais pas si c'est la mairie écologiste qui sciemment a grimé la personne, mais moi, je suis un peu désolé de voir que l'écologie s'occupe de beaucoup de choses, de balancer de la tomate sur des tableaux. Oui. L'autre jour, pardon, mais je suis allé voir l'exposition Claude Monet à la Fondation Louis Vuitton. Vous savez qu'ils ont été obligés de recruter 250 personnels de sécurité. On en est là. Donc, je préférerais que les écologistes s'occupent d'écologie et un peu moins d'autres choses. Ça vous choque, Victor Hugo noir, ça vous choque? Ça me choque pas, mais je trouve ça ridicule. Ça vous choque pas? Moi, ça me choque. Je trouve ça ridicule. Moi, je vous le dis, ça me choque. Nelson Mandela blanc, mais ça serait d'une suavité. Vous imaginez le scandale? Là, quasiment personne n'en parle. Quasiment personne n'en parle de cette histoire de statue. Et vous avez raison, Nelson Mandela blanc. Vous imaginez une statue de Nelson Mandela blanc? Vous imaginez le scandale? Mais par exemple, si vous avez un créateur qui décide de faire un Nelson Mandela blanc pour dire que c'est un combat universel
universel, ça me choque pas. Par contre, puisque le diable se loge dans les détails, interpréter contre les ayants droit, enfin contre l'artiste lui-même. Bon, ça c'est dénaturer une œuvre, un peu comme balancer de la tomate sur un tableau, hein, c'est pareil. Bon, allez, merci à tous les quatre en tout cas d'être venus. Dans un instant, je vais recevoir le capitaine Hervé Moreau, capitaine de gendarmerie. Juste avant, je voulais qu'on fasse le point sur un des dossiers terribles du moment, ce terrible fait divers